Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Comment rencontrer sa flamme jumelle ? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants en compagnie de Tony, qui se trouve à Montréal et qui va nous faire partager son expérience. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Tony, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, c'est un plaisir. Pour nous aussi. Alors, vous allez nous expliquer votre expérience. Vous avez vécu une expérience similaire, je crois, à une NDE. Comment avez-vous vécu cette expérience et à quelle occasion ? Alors, la particularité de mon histoire, ce qui est important pour me présenter un petit peu à vos auditeurs et à vos auditrices, c'est que moi, de base, je suis un garçon extrêmement sceptique, oui. Cartésien et même athée. Voilà, j'étais même, pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, quelqu'un qui avait tendance à se moquer gentiment des croyants de tous bords, de toutes les religions. Intérieurement, je me disais, c'est des personnes un petit peu fragiles, c'est des personnes qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose de plus grand parce que la vie, c'est quand même difficile. Et puis, ça leur donne sûrement beaucoup d'espoir et d'espérance. Et puis, de mon côté, j'avais entériné très tôt des croyances d'athéisme. Donc, voilà, j'étais persuadé qu'il n'y avait absolument rien du tout, qu'à la mort, c'était comme une ampoule qui claque, finalement. C'est-à-dire que la conscience disparaissait, s'évanouissait. Et puis, on n'avait même pas conscience d'être mort. Donc, je me disais que ça pouvait pas être si horrible que ça. C'est affreux ce que vous dites là. Ah, c'est complètement affreux, mais c'était ma croyance et j'en étais convaincu. Et vous aviez pas peur à l'époque ? Ça vous faisait pas peur de penser ce genre de choses ? Si, comment dire ? C'est pas que la mort me faisait peur parce qu'elle portait cette connotation d'inconnu finalement, de pas savoir s'il y avait quelque chose ou pas, parce que j'étais quand même convaincu de ne pas avoir la vérité absolue. Mais à partir de là où je regardais, de mon expérience, il y avait absolument rien dans ma vie qui pouvait laisser penser qu'il y avait quelque chose de paranormal, de surnaturel, ou que la conscience survivait. Donc j'étais, finalement, mes croyances, les expériences que je faisais confirmaient de jour en jour mes croyances. Donc j'avais aucune raison, absolument aucune raison, de croire à quoi que ce soit. Oui, et les religions n'aident pas. C'est ça. Moi, personnellement, mes parents étaient croyants au tout début, si je puis dire. J'ai eu la particularité d'avoir une sœur aînée qui est née handicapée, avec un handicap de naissance assez lourd. Puis nécessairement, mes parents qui étaient un peu croyants avant sa naissance, quand elle est arrivée avec son handicap, ses gros problèmes de santé, puisque c'était quand même, elle pouvait pas marcher, elle pouvait pas parler, un handicap vraiment, vraiment très lourd. Mes parents ont perdu la foi. Ils se sont dit, si Dieu existe, comment ils pourraient accepter ça ? Comment ils pourraient tolérer ça ? Si le Dieu dont on parle, puisque eux, c'était plutôt la religion catholique, si le Dieu dont on parle est amour, comment ils pourraient accepter ça ? Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai grandi dans un environnement où la foi avait déserté. Et puis personnellement, très tôt, il y avait des incohérences. Alors, j'ai pas envie de jeter la religion catholique au pilori, pas du tout. Moi, personnellement, je suis pas religieux. De toute façon, c'est toutes les religions. C'est ça. Elles ont les grandes lignes de ce que l'éveil peut amener. J'en suis convaincu. De ce qu'on peut trouver par le biais de l'expérience de l'éveil et puis par ce chemin spirituel, ce cheminement intérieur finalement. Mais les religions ne me convainquaient pas. Je comprenais pas comment on pouvait dire Dieu est amour et en même temps son fils unique c'est Jésus. Donc en gros lui c'est le chouchou. Nous à côté on est un peu on est un peu marginalisés. Et puis Dieu est amour, mais si vous êtes homosexuel vous avez pas trop votre mot à dire non plus. Et puis si en plus vous êtes pas catholique, on a un regard avec vous de pécheur, toutes ces choses qu'on peut entendre et encore une fois qu'on peut généraliser pour pas mal de religions. Donc je m'y retrouvais pas du tout. Et l'approche scientifique me convenait très bien. Je me suis dit, on peut pas... Adam et Ève, ça tient pas trop debout. Alors que d'un côté, on a une théorie de l'évolution, on a des preuves, on a le carbone 14, on a la capacité de dater des ossements. Non, ça tient pas debout. Donc je me suis enfermé sans m'en rendre compte finalement dans une croyance d'athée
Et puis toutes mes expériences me confirmaient qu'il n'y avait rien du tout, puisque j'y croyais pas, donc il n'y avait aucune raison de voir quoi que ce soit d'exceptionnel. J'avais vécu quelques coïncidences frappantes, un peu troublantes, mais c'était pas suffisant pour ébranler mon système de croyance. Et puis, alors moi, c'est vrai que c'est pas une NDE que j'ai vécue. J'ai vécu une séparation, une séparation avec mon ex-compagne. Vous allez voir, ce qui m'a amené à tout ça et un peu plus particulier qu'une expérience aussi forte finalement qu'une sortie de corps ou qu'une expérience de mort imminente. C'est une séparation qui m'a juste poussé, qui m'a donné envie de m'améliorer. Mais vraiment, c'est devenu très important pour moi à ce moment-là. J'étais tellement malheureux, j'avais l'impression d'avoir touché le fond. Je me suis dit, il faut, j'ai pas d'autre choix que de me relever de cette épreuve. En plus, avec cette ex-compagne, j'ai un petit garçon en commun, on avait acheté une maison. On avait un engagement finalement, on avait construit quelque chose et puis tout s'écroulait alors que je l'avais même pas vu venir. Et puis je me suis dit écoute, tu vas en faire quelque chose de ça. J'ai commencé à aller m'entraîner beaucoup à la salle de sport. J'ai commencé à lire des ouvrages de développement personnel. Au départ, c'était sur le succès. Mon ego était très très attaché au succès, à la notion de réussite, à la notion d'avoir beaucoup d'argent, avoir une belle voiture, etc., une grande maison. Ça me faisait vibrer. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à lire des ouvrages pour m'améliorer. Et puis, on disait, il faut sortir de votre zone de confort, etc. Et j'ai commencé à me challenger beaucoup, à me jeter des défis, à commencer à faire des choses un peu incroyables, parce que j'étais quand même assez froussard à l'époque. Et puis, surtout, 1 mois après la séparation, c'est la particularité de mon histoire, c'est que j'ai fait la rencontre d'une fille, une étrangère, une Canadienne qui était en vacances donc sur la région bordelaise, puisque moi j'ai vécu longtemps en région bordelaise. Et puis cette personne, on commence à flirter, on a une petite histoire, une très jolie histoire, pleine de magie. Je me dis waouh, 1 mois après une séparation, ça faisait 10 ans que j'étais en couple avec mon ex-compagne, et là une espèce de bulle d'air, une espèce de waouh, cette jolie petite histoire d'amour romantique, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis cette histoire se termine, et puis derrière, c'est là où ça devient intéressant. Derrière, j'ai commencé à vivre énormément de coïncidences. Alors ce que j'appelle aujourd'hui avec des contractions les synchronicités. Je pense que ça vous parle beaucoup. Tout à fait. Voilà, mais à l'époque, moi, non, je ne savais pas ce que c'était qu'une synchronicité, mais je vivais un tel nombre hallucinant de coïncidences que ça commençait à me faire me poser quelques questions. Et puis comme j'étais toujours dans cette démarche de m'améliorer, cette rencontre en plus avec cette fille avait, quand je la décris, c'est comme si elle m'avait transformé en montgolfière, comme si d'un coup, je me transformais, j'avais une puissance en moi qui se révélait, une énergie considérable. J'avais l'impression que j'étais inarrêtable, que j'étais capable de tout. Donc je lisais des ouvrages de développement personnel, mais au réveil, je me levais à 4h30 du matin pour aller à la salle de musculation. Enfin, c'était, avec le recul, frénétique. Et puis, il y avait ces coïncidences qui frappaient. Je voyais son prénom partout. J'entendais des choses en rapport au Canada. Et puis, ça n'arrêtait plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et comme je suis un garçon rationnel, j'ai essayé de l'expliquer rationnellement. Et j'ai essayé longtemps. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, pourquoi je pouvais plus faire 200 mètres sans qu'il y ait une allusion au Canada, sans que son prénom apparaisse, alors qu'elle n'a pas un prénom très courant, que son prénom apparaisse quelque part dans ma réalité, sur des sites de méditation par exemple, parce que je m'intéressais à la méditation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Tony ? Tu es en train de devenir fou. Et puis finalement, cette envie d'amélioration m'a amené à un livre qu'un ami m'a prêté. Il m'a dit, ça peut pas te faire de mal. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je pense que ça va parler à beaucoup de vos auditeurs et puis même à vous-même, Alain. Pendant la lecture, j'ai vécu donc aujourd'hui, je sais ce que c'était, une expérience d'éveil, une désidentification à mon ego. Je me suis rendu compte en fait que le petit personnage de Tony, il était bien utile à bien des égards. Mais qu'en fait, c'était pas mon identité véritable. Qu'en fait, j'étais, cette conscience en arrière-plan qui le percevait, qui percevait les émotions, qui percevait les sensations physiques. Donc, j'étais pas mon corps. Je me rendais compte que j'étais pas mes pensées. Moi qui m'étais toujours identifié à mes pensées et qui, du coup, avait été toujours très malheureux. Là, cette expérience de vertige intérieur, avec d'un coup
une impression très forte à l'intérieur de moi que l'amour est la vérité, l'amour est la réponse. Et là, je me dis, voilà, Tony, ça y est, t'as fumé tes synapses, t'es bon pour l'asile, ça y est, c'est terminé. Et t'as une petite séparation sur le coin du bec, et puis te voilà partir en vrille. Et puis, non, je me suis rendu compte avec le recul, très, très, très vite après, une impression de fraîcheur en moi, l'impression de vivre chaque instant en étant vraiment concentré dans l'instant présent. Je commence à être fasciné par la nature. Je regarde le ciel avec fascination, le spectacle du soleil sur les nuages, les reflets. Je me rends compte que l'automne arrive et c'est la première fois que je me rends compte que les feuilles changent vraiment de couleur. J'en prends vraiment conscience. Et puis je me dis, waouh, c'est magnifique. Il y a un orage qui claque. Je suis en train de conduire avec des amis sur une route de campagne. Et il y a un orage qui claque et c'est comme si j'étais traversé physiquement par cet orage. Je suis avec mes amis en train de leur dire, vous avez vu la puissance de la nature, comme c'est beau, comme c'est incroyable. Et eux, me regardent avec un peu de circonspection à dire, oui, Tony, c'est un orage, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc, je commence petit à petit à me sentir en décalage. Ça, c'est assez souffrant pour moi qui suis un être très sociable. Je commence à sentir que j'ai envie de faire le bien. Oui. Ça, c'est très bizarre à vivre. Je commence à avoir cet appel intérieur. J'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer. Je me rends compte que ce monde dans lequel on vit, y a beaucoup d'injustices, beaucoup de souffrances. Il y a quelque chose qui va pas, Il y a, voilà, c'est ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Et c'est ça. Et pour la première fois, je me sens impliqué, mais vraiment impliqué. Je me dis, oui, c'est sûr que ça tourne pas rond. Mais qu'est-ce que toi, tu fais au quotidien pour que ça aille mieux? Je me rends compte que non, je fais rien du tout. Je suis pas politisé particulièrement, mais je suis dans aucune association. Je fais rien du tout pour faire avancer le SMIC finalement. Je me rends bien compte que ça va pas, mais que ça soit la souffrance animale avec l'alimentation industrielle, on va dire, ou tous ces combats toutes ces guerres, toutes ces injustices sociales, là me touchent. Oui. Et je commence à avoir envie d'impacter à ma manière le monde. Je suis encore une fois observateur de moi-même dans la mesure où je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as envie de faire le bien? Je tombe sur ce livre de Paulo Coelho qui s'appelle le Manuel du guerrier de la lumière. Et puis un jour, comme une évidence, je commence à me dire, voilà, moi j'ai trouvé ce que je veux être dans cette vie, même si ça dure pas, même si c'est juste, je vais vivre 70 ans, 80 ans. En fait, voilà ce que j'ai envie d'être, d'aider les gens ici, de laisser un impact positif, de contribuer. Au moins, ma vie n'aura pas été vaine et je veux être un guerrier de la lumière. Et puis là, petit à petit, s'éveille de la médiumnité. Alors je le dis souvent comme ça, pas de quoi ouvrir mon cabinet, hein, pas du tout médium. Mais moi, qui suis le premier à me foutre ouvertement des médiums, là, je commence à revoir ma copie, à dire là, les visions que t'as, mon petit Tony, elles sont réelles, hein, c'est pas de l'invention là. Et je me fais pas payer la consultation à moi-même en plus, donc je peux même pas. Il y a même pas cet aspect d'argent là que je critiquais en disant les médiums sont des charlatans, ils font ça pour l'argent. Là non, je commence à voir. Je suis avec mon fils à la plage. Je le sors de la voiture parce qu'à cette époque il était petit. Je suis en train de parler avec lui et d'un coup j'ai dans la tête un visage qui m'apparaît, celui d'une fille avec qui j'étais en couple il y a de très nombreuses années. Et puis là sur le coup je m'arrête et puis je me dis mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un peu comme si on regarde un film à la télévision, et puis d'un coup, sans raison, paf, il y a une image qui apparaît sur l'écran, et puis hop, pof, qui disparaît. Et ça me fait ça dans mon esprit. Je me dis, mais pourquoi? Il y a aucune logique là. Je reconnais en plus que la manière dont les pensées fonctionnent, c'est souvent par association d'idées. On pense à quelque chose qui nous fait penser à autre chose, et puis voilà, on fonctionne un peu comme ça avec cette carte mentale. Mais là, il n'y a aucune raison. Et puis la raison, je la trouve un peu malgré moi 10 minutes après quand je tombe sur elle. Je me dis waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Ça faisait en plus 2-3 ans que j'avais pas vu cette fille. Et là, boum, j'ai une vision qui m'apparaît, 10 minutes après je tombe sur elle. Et mon esprit rationnel, encore une fois, essaie d'expliquer en disant peut-être que tu l'as vue passer inconsciemment, peut-être qu'elle était dans ton environnement mais non, pas du tout. L'endroit où je l'ai trouvée sur la petite station balnéaire, c'est à Lacanau pour ceux qui connaissent. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu passer. J'avais pas vu passer du tout. J'étais sur un parking, j'étais en train de parler avec mon fils. Ça a été ce genre d'expérience. Puis j'ai commencé à entendre aussi des pensées beaucoup plus marquées dans mon esprit. Alors aujourd'hui, on est des mois après, on est la digestion de mon éveil effectuée. Donc oui, c'était mes guides. Il y a pas de problème avec ça. Mais sur le coup, non, c'était juste très bizarre à vivre.
Et puis, à force d'en vivre, à force de vivre des expériences, à force de vivre des coïncidences incroyables qui me ramenaient toujours à cette fille d'ailleurs, je vivais également un amour, des vagues d'amour. Alors voilà, ça c'est peut-être un peu bizarre à expliquer, mais quand je me couchais et que je pensais à elle alors qu'elle était repartie faire sa vie au Canada, je commençais à avoir des vagues d'amour inconditionnel dans la poitrine. C'était comme un feu qui se réveillait, puis par vagues, ça commençait à me brasser intérieurement. Alors ça me procurait beaucoup de bien-être, beaucoup de plaisir, c'était très agréable, mais je ne comprenais pas ce phénomène. Je me disais, mais comment ça se fait que cette fille, que ça provoque ça? C'est dingue. C'est bon, on va rien dire à personne parce que ça va paraître trop bizarre, mais waouh, c'est étonnant. Et toujours son prénom, toujours des allusions, le nombre de plaques d'immatriculation avec ses initiales, ça peut prêter à sourire, mais quand on tombe sur 6 plaques d'immatriculation en simultané qui portent ses initiales, pour le petit cartésien irrationnel que j'étais, j'ai commencé à prendre des claques. Je commençais à me dire, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je savais pas ce que j'avais trouvé. J'avais trop de symptômes. Et puis, en tombant sur Internet sur les symptômes de l'éveil spirituel, j'en avais 17 ou 18 sur 21. Je commençais à me dire que là, ça faisait beaucoup. J'avais changé d'alimentation, j'ai arrêté la viande du jour au lendemain parce que j'étais écœuré, alors que j'étais un gros viandard, ça toute ma famille pourra vous le confirmer. J'ai même, mes parents ont eu un élevage quand j'étais plus jeune, donc enfin voilà, la viande, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis là, du jour au lendemain, c'était plus possible. Donc je me suis rendu compte que voilà, il y avait le mot éveil spirituel sur Internet. Moi, je suis très méfiant de ce qu'on peut trouver sur Internet parce que voilà, faut faire le tri, faut taper aux bonnes portes. C'est ça exactement. On peut tomber sur tout et n'importe quoi. Mais là, force était de constater que toutes mes expériences correspondaient à un article qui était écrit sur Internet. Donc j'ai commencé à me dire là, c'est pas l'effet inverse. C'est pas Tony qui allait se bourrer le mou sur Internet d'éléments de sites Internet nauséabonds, foireux, sectaires, New Age ou je ne sais trop quoi. Non, Tony a vécu des expériences. Il se rend compte que ces expériences sont troublantes. Et puis il cherche sur Internet et il se rend compte que toutes ces expériences coïncident avec ce qu'on nomme l'éveil spirituel. Là où ça m'a achevé, c'est quand je me suis rendu compte que le livre Le pouvoir du moment présent que mon ami m'avait prêté, le sous-titre du pouvoir du moment présent, c'est Guide d'éveil spirituel. Et ça, je l'avais pas du tout vu au départ. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet éveil spirituel? Et il faut m'imaginer avec une innocence de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que cet éveil spirituel? Dans quoi je suis tombé? Et en fait, voilà, aujourd'hui, je sais dans quoi je suis tombé. Je suis très content d'être tombé là-dedans. Ah oui. Quand j'ai compris, voilà, quand j'ai vraiment eu la dernière pièce du puzzle. Il y a un blogueur américain qui a beaucoup participé sur mon chemin. Il parlait beaucoup des systèmes de croyances et du fait qu'en fait notre réalité s'adaptait à nos croyances. Voilà, quand en fait on croit pas à quelque chose, on peut pas en avoir on peut pas en avoir la preuve. D'ailleurs, c'est Jacqueline Bousquet qui parlait largement de toutes ces choses. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est nombreux à tenir ces propos que en fait il faut croire pour voir. Et ça, je m'en rends compte quand je partage autour de moi avec des personnes qui sont athées ou qui ont eu des expériences mais qui sont encore beaucoup dans le scepticisme. C'est qu'en fait c'est très compliqué, voire impossible, de franchir ce pas de la foi sans raison. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, d'humilité, en tout cas de compassion pour les personnes à qui j'en parle, qui entendent mon propos, qui entendent mon témoignage. Effectivement, elles trouvent troublantes mes expériences, mais une fois qu'on a fini de discuter, elles partent pas en courant partout en disant voilà, en fait Dieu existe. Pas du tout. Il faut vivre ces expériences, il faut que ça soit présent dans notre réalité pour que ça vienne affecter notre système de croyance. Il faut sortir de la croyance pour rentrer dans la réalité. C'est ça, voilà. Faut enlever les masques que l'on porte, les voiles finalement qui nous masquent ce qu'est réellement la réalité. Oui, même exactement. si aujourd'hui, la réalité, elle est presque trop grande pour le petit être humain que je suis. J'ai juste l'impression d'avoir effectivement découvert quelque chose où tout correspond, tout coïncide. Que ça soit le voyage astral, que ça soit les expériences de mort imminente, où vous avez de nombreux témoignages dans votre émission, que ça soit les personnes qui parlent de la loi de l'attraction, des choses basiques comme ça de développement personnel, que ça soit les gens les médiums, la médiumnité, entrer en contact avec des défunts. Tout ça finalement, l'astrologie, le tirage de cartes, j'ai découvert quelque chose qui est un écosystème finalement ultra cohérent.
Tout à fait. Les guides, les anges, les archanges, c'est évident pour une personne rationnelle. C'est pas rationnel du tout. Il y a pas de on peut pas d'un coup passer de je suis à. Aujourd'hui, on parle de multidimensionnalité aujourd'hui. C'est ça exactement, de plans, de différents plans, de mondes finalement infinis avec des possibilités infinies, avec notre pouvoir créateur là-dedans. Le fait qu'en fait le Dieu qu'éventuellement on peut chercher, en fait il est indissociable de nous. Tony, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Tony qui nous explique comment rencontrer sa flamme jumelle. Jacqueline Bousquet, Greg Braden, Franck Athem expliquent, et puis il y en a d'autres, expliquent que comment Dieu c'est un champ non localisé d'énergie créative dont on fait partie. On est connecté sur ce champ en permanence, sauf que on est descendu dans un corps et pour certains, on en a perdu conscience puisqu'on a perdu la connexion quoi. Ce corps prend en plus tellement de place dans notre champ visuel qu'il est très facile de s'identifier à ce corps. Et donc quand on s'identifie à ce corps, on voit que de jour en jour il dépérit entre guillemets. On voit que on se fait mal, qu'on vieillit. On comprend très bien que la mort est au bout pour ce corps. Et quand on est identifié par le biais de notre ego à ce corps, à nos pensées, à la représentation qu'on se fait de nous-mêmes avec notre personnalité, qu'on passe beaucoup de temps dans le passé, beaucoup dans le futur, en imaginant plein de choses pour le futur, en disant mais en fait je serai heureux quand j'aurai une plus grande maison, quand moi j'étais le spécialiste pour ça. Eckhart Tolle a eu un pouvoir très très impactant sur moi, c'est que d'un coup il m'a ramené à la réalité de l'instant présent. J'étais dans cette chambre, j'ai regardé l'instant présent dans les yeux. Et j'ai vu en fait que j'étais pas Tony, j'étais une fenêtre ouverte. Voilà. Et que dans cette fenêtre ouverte, il y avait un corps, il y avait des pensées qui étaient perçues, mais que en fait, non, la vraie identité de Tony, c'était finalement l'arrière-plan, c'était la conscience qui percevait. Tout à fait. Enfin, la réalité pas de Tony pour le coup, mais voilà, ma réalité, ce que j'étais vraiment, le soi dont parle Ramana Maharshi et Arnaud Desjardins. Après D'ailleurs, toutes les personnes qui ont vécu des NDE ont tout fait voler en éclats, c'est-à-dire le boulot, même s'ils avaient une place très haut placée, et tout a volé en éclats. Ils ont changé de vie, ils sont partis à la campagne, ils ont vendu leurs biens. Il y en a plein de gens comme ça que je connais qui finalement, pour eux, le bien matériel n'a plus aucune importance. C'est ça. Moi, j'étais très matérialiste, extrêmement matérialiste. Mon bonheur, c'était de posséder des choses. Et je le dis aujourd'hui en toute transparence, c'est pas très reluisant, mais voilà, non, pour moi, le bonheur passait par là. J'avais un rapport aussi à l'amour, parce que pour revenir à cette rencontre avec cette fille, j'avais un rapport à l'amour aussi, je me suis rendu compte, qui était conditionnel. C'est-à-dire que la fille avec qui j'ai vécu pendant de nombreuses années, j'avais l'impression d'être amoureux, j'avais l'impression d'être très amoureux. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le recul que c'était pas réellement l'amour. L'amour, c'est un amour où il n'y a pas de condition. On n'a pas besoin que l'autre agisse d'une certaine manière pour l'aimer. Et c'est la particularité de mon chemin, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte pourquoi. J'ai vécu cet éveil. Je me suis rendu compte que il y a quelque chose. Tout ce dont on parle. Mais pourquoi cette fille continuait de revenir? Pourquoi il y avait des coïncidences? Pourquoi c'était? Je me suis rendu compte en fait que j'avais les symptômes de ce qu'on appelle la rencontre avec sa flamme jumelle. Ah d'accord. Alors voilà ce qui m'a amené moi sur ce chemin, cette rencontre avec cette fille. C'est ce qu'on appelle la flamme jumelle. Et alors la flamme jumelle, ça peut, pour ceux qui ne le vivent pas, et même pour ceux qui sont dans cette démarche d'éveil ou qui sont déjà éveillés à ces réalités multidimensionnelles, ça peut paraître très bizarre parce que finalement c'est la rencontre avec quelqu'un qui provoque l'éveil d'une des deux âmes, d'une des deux personnes. Mais l'autre va fuir la relation. Alors vous mettez à ressentir de plus en plus fort un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'aime, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, pour vous dire. Je l'aime de manière égale, je l'aime inconditionnellement. Je continue d'être matraqué par des coïncidences et des synchronicités en rapport à cette fille. Aujourd'hui, elle est en couple, elle continue son chemin, elle fait sa vie.
Et ce qui a provoqué au départ une souffrance énorme de me rendre compte que nous sommes des âmes liées, nous sommes liés par le divin, on est un couple divin, un couple sacré, on appelle ça comme on veut. Et en fait, tu ne veux pas de moi, tu me rejettes, tu t'en vas, tu réponds pas à mes messages, tu veux pas entendre parler de moi. Waouh, ça provoque une espèce de vertige, une souffrance surtout. Je me disais, mais pourquoi elle me rejette ? J'ai tout cet amour à lui donner. En fait, je me suis rendu compte que c'était prévu par le plan divin. Ouais. C'est complètement prévu. C'est qu'en fait, c'est là, je pense, c'est pas la vérité absolue, mais dans les croyances que j'ai développées à partir de mon expérience, je crois que c'est là pour aller passer un peu au Karcher, nettoyer tout ce qu'il y a d'ego, d'attachement, de codépendance, parce que au départ, moi, je la plaçais tellement, cette fille, sur un piédestal. J'étais tellement surpris d'avoir réussi à séduire une fille aussi belle, aussi drôle, aussi intelligente, et puis ça mettait en fait en relief le fait que moi à côté j'étais tout petit. Je me disais je suis nul à côté, non, en fait cette relation, cette séparation m'a permis d'apprendre à m'aimer, et je crois qu'on est là sur Terre pour ça, entre autres, apprendre on est là à s'aimer. pour prendre conscience de certaines choses, mais alors je veux dire, on n'est pas là pour souffrir non plus, hein. Non, on n'est pas là pour souffrir, voilà. Ça c'est sûr. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut souffrir, là. Non, on est on n'est pas là. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer. On est là pour jouer, on est là pour faire des choses concrètes, intéressantes, valorisantes, mais pas pour souffrir, hein. Ah non, pas du tout. Ça aussi, ça me gênait beaucoup dans la religion catholique. Le fait que d'accord, on va s'en prendre plein la tronche toute notre vie, mais si on a filé droit pendant la majorité du temps, à la fin quand même, on aura le paradis, les anges avaient les trompettes, et puis super. Non, ça non. C'est ce que la spiritualité a amené dans ma vie, c'est que la vie c'est maintenant, c'est l'instant présent. Tout à fait, qui est une suite, qui est une continuité. J'en suis convaincu aujourd'hui. Et c'est pas j'y crois, j'ai pas l'espérance, c'est pas j'espère, c'est je sais. J'ai c'est trop d'expérience. C'est ça. Il faut sortir de la croyance. Exactement. Je suis plus dans l'espérance. J'ai moi des manifestations. Enfin, c'est tous les jours. Je vis des clins d'œil du monde de l'invisible. On travaille maintenant. Voilà, c'est comme ça que je présente les choses. On travaille ensemble avec le monde de l'invisible. On travaille main dans la main. C'est-à-dire que la particularité de mon histoire, d'avoir été un athée cartésien rationnel et d'avoir vécu ce changement, qui en plus, vous l'avez dit, moi aussi m'a fait changer de travail, et m'a fait partir à l'étranger, parce qu'aujourd'hui je vis au Canada. C'est quelque chose qui me terrorisait d'aller vivre dans un pays étranger tout seul, etc. Non, j'avais tellement d'amour, tellement de force, tellement de courage, que ça m'a fait je crois que c'est de l'appel de l'âme, l'appel intérieur. C'était trop fort, je pouvais pas étouffer là. C'est la cocotte minute, ça a explosé. Est-ce que ça vous a amené justement après à lire certains livres? Par exemple, je pense aux livres que tout le monde a lus, La vie après la vie de Raymond Moody, des livres de Melvin Morse sur l'après-vie, pour savoir justement comment ça se passait. Ce qui est rigolo, c'est que moi, ça a été l'inverse, c'est qu'en fait, je parlais en début d'interview de la sœur aînée que j'avais qui était handicapée. Oui. Quand j'avais 9 ans, 9 ans et demi, ma sœur aînée est décédée. Et du coup, ça a provoqué un choc familial très fort. Et mais je sais que ma mère a acheté à ce moment-là, et c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs, il faut un choc pour amener à se poser des questions là-dessus. Ma mère avait acheté un livre sur les expériences de mort imminente. Et alors que j'ai à peine 10 ans, je commence à prendre ce livre, et puis je le lis avec beaucoup d'intérêt. Sur ces gens qui racontent, voilà, il y a toutes ces similitudes de tunnels, de voir sa vie défiler, d'entrer en contact avec des êtres de lumière. Il y avait des preuves. C'est ça, il y avait du concret, il y avait des gens qui témoignaient. Mais à l'époque, ça avait été sur mon chemin, j'avais lu ce livre et j'avais pas trop cru. Quelques années après, mes voisins, moi j'ai grandi sur l'île de la Réunion. Et ce qui, quand on est une flamme jumelle, est un clin d'œil rigolo, puisque le but, semble-t-il, des flammes jumelles, c'est de se réunir déjà avec elles-mêmes, de s'aimer suffisamment, mais aussi dans cette vie, de se réunir. Et donc d'avoir grandi à la Réunion, après coup, j'ai trouvé ça rigolo. Mes voisins étaient des gens atypiques. Lui était dans la médecine traditionnelle chinoise, il faisait de l'acupuncture, il parlait beaucoup de la nature, etc. Bon, il gagnait pas très bien sa vie, et comme moi, j'avais une vision du succès qui était très égotique, très liée au succès matériel, je le prenais pas trop au sérieux quand il parlait, ce monsieur. Et puis un soir, il a proposé à mes parents de faire une séance de spiritisme. C'est pas quelque chose que je recommande aujourd'hui, mais bon, ça fait partie de mon histoire. Il nous a tous conviés chez lui, des petites bougies, une table de Ouija,
Et puis on a commencé donc à poser les doigts tous sur le verre. Et puis moi très vite, je me moque. Je dis, mais non, c'est toi Thierry qui bouge le verre là. Arrête de te moquer de nous. Non, je te garantis, regarde. Et puis le verre bouge. Le verre, il y a des mots, il y a des phrases. Et puis ça a du sens. Et puis pour les gens autour de moi, ça les touche. Visiblement, il y a des vrais messages. Mais moi, non, ça me touche pas. J'y crois pas du tout. Et puis à un moment, il me sort une phrase. Il me dit, Tony, tu es une vieille âme. Dans une vie antérieure, tu as été chevalier templier. Et puis ta mission sur Terre, ça va être d'ouvrir les yeux. Mmh. Et c'est très bizarre, mais ce terme d'ouvrir les yeux, c'est comme un coup de poing, mais pas violent. Enfin, ça me fait pas mal, mais ça vient vraiment taper très profondément en moi. Ouais. Ta mission sur Terre, c'est d'ouvrir les yeux. Et sur l'instant, c'est un peu comme si on m'avait remis un coffre au trésor, un gros coffre au trésor, mais sans la clé. Et cadenassé de partout avec des chaînes, etc. Et donc j'ai l'impression d'hériter de ce truc-là. Ta mission, c'est d'ouvrir les yeux, mais de pas avoir les moyens de l'ouvrir. Et donc tous les ans, c'était quand j'avais 15-16 ans, cette expérience de spiritisme, j'y croyais pas du tout, mais tous les ans, ça me retraversait l'esprit. Tiens, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as l'impression là d'ouvrir les yeux, d'avoir ouvert les yeux? Est-ce que tu comprends mieux? Moi, je touchais mes yeux physiques, dans le premier degré, comme on dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Là, je touchais mes yeux physiques, je me disais, mais j'ai les yeux très ouverts, je comprends pas ce qu'il veut dire. Et puis jusqu'à cette séparation, la rencontre de cette étrangère, cet éveil, cette compréhension que cette étrangère, c'est pas une étrangère. On est liés depuis visiblement un bout de temps, et puis pour un bout de temps, c'est un lien d'âme très fort. Et je comprends dans l'instant que la dernière pièce de mon puzzle, ouvrir les yeux, ça a du sens. Maintenant que j'ai ouvert les miens, à mon tour d'essayer d'aider, de contribuer et d'ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas. Donc aujourd'hui, on parlait de changement de métier, c'est le virage que j'ai pris. Moi aujourd'hui, je donne des conférences, j'ai un site internet où j'ai de nombreux articles, où j'aide les gens, j'ai des formations en ligne également. J'aide les gens à s'éveiller, à vivre des expériences finalement, à se rendre compte que nous sommes ici dans un jeu vidéo, un jeu qui est très bien fichu. Tout à fait. On peut vraiment s'y faire prendre. Ah oui. On est dans un jeu vidéo. La vie, pas toujours rigolo, mais on est dans le jeu quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont vécu justement des expériences, par exemple des NDE ou des sorties de corps, des sorties astrales ou autres? Oui. Tout à fait. Et même, ce qui a été rigolo, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la sortie astrale, parce que j'ai commencé à me dire, oh là là, mais donc si tout ça est vrai, je peux moi-même en faire l'expérience. Quand j'ai abattu intérieurement ce mur, comme quoi c'était possible, et dans les jours qu'on suivit, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit avec une paralysie du sommeil. J'avais l'impression qu'on m'avait mis un réacteur de Boeing 747 dans le crâne. Ça vibrait dans tous les sens. C'était comme des bruits métalliques. Ça vibrait c'était incroyable. Et puis j'ai eu peur parce que c'était la première fois que je vivais ça. Donc j'ai demandé intérieurement à mes anges. J'ai dit il faut me protéger là. Je sentais une présence en plus dans la chambre très forte. J'avais très très peur. Là, mon corps commence je commence à pouvoir rebouger. J'attrape mon téléphone portable et je vois qu'il est 4h44 du matin, pile poil. Donc, je me dis, 444, je sais que quand ça se répète beaucoup dans ma réalité, c'est un clin d'œil de mon ange gardien ou de mes anges. Donc là, tout de suite, je me détends, je me dis, en fait, je suis protégé. C'était une expérience qui était voulue. J'ai pas fait n'importe quoi, finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Et finalement, j'ai repris possession de mon corps. En fait, je pense que je revenais d'une sortie astrale. D'accord. Donc, j'ai pas vraiment transpercé finalement l'astral. Mais il y a eu ce 4h44, il y a eu ce corps qui vibrait dans tous les sens. Je pense qu'en fait, j'ai repris conscience, j'ai ramené ma conscience à un moment où j'étais en train de revenir dans mon corps. Donc, est-ce que ça vous a donné l'envie justement d'essayer de travailler, comme j'avais fait une émission avec Mark O'Byrne, qui me disait pour sortir de son corps, pour aller dans l'astral tangible, consciemment, il faut travailler. Est-ce que ça vous a donné l'envie justement de vous entraîner, de travailler, peut-être seul ou avec un groupe, je ne sais pas? Tout à fait. Et d'ailleurs, le mois prochain, je me suis inscrit. Il y a une classe de yoga ici à Montréal où il y a un intervenant extérieur qui donne des cours pour apprendre à faire donc des rêves lucides et des sorties astrales. Et je suis inscrit. Donc oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer de développer.
tout en n'oubliant pas, ça me semble important, que le voyage astral, toutes ces choses, la médiumnité, etc., ça peut aussi être un peu du tourisme. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on découvre tous ces plans, tous ces mondes, toutes ces possibilités, il faut pas oublier que la véritable sagesse ne vient pas nécessairement avec. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est que la sagesse, c'est quelque chose qu'on doit cultiver par soi-même. Je me suis rendu compte que mon ego spirituel avait très très vite montré le bout de son nez et qu'il avait voulu, je me suis dit, mais je peux donc être médium, voir des choses que les autres ne voient pas. Et d'un coup, il a pris beaucoup d'importance. Il a dit, moi je suis important, je peux sortir de mon corps, je peux avoir des visions. La plupart de l'humanité est endormie alors que moi pas. Quand on commence à rentrer dans cet égo spirituel, alors moi, ça je peut le vois être pas un peu comme embêtant. ça. Je le vois pas trop comme ça. Je le vois surtout par nécessité d'une reconnexion. Moi, j'ai l'impression, par exemple, j'en parlais à une personne que j'ai interviewée, Sébastien Caroubi d'ailleurs. Je lui disais que j'ai l'impression d'être incarcéré ici. Et il me disait, c'est pas une impression, tu es incarcéré. Donc, on n'a pas à être en prison, qu'on soit dans un jeu vidéo, dans une école. Enfin, il y a plusieurs versions de la vie sur Terre, enfin de l'objectif. La matrice ou ces choses-là qui reviennent beaucoup. Oui. Mais néanmoins, quand on est au lycée, quand on est en fac, on sort de la fac et on rentre chez soi le soir, on rentre chez ses parents. Et le fait de ne pas pouvoir sortir de son corps, d'être complètement bouclé ici, c'est quelque chose que je vis très mal. Alors je comprends tout à fait, et c'est vrai que moi, je viens de le dire, je me suis inscrit, donc c'est que moi aussi quelque part j'ai envie de découvrir, d'explorer. Voilà, je suis quelqu'un de très curieux en plus. Donc ça m'appelle énormément. Mais après, je sais, et puis de toute façon, j'avais écouté ces interviews, justement, les gens parlaient du voyage astral dans votre émission. Ils disaient, il faut faire attention parce que ça peut aussi devenir une sorte d'échappatoire à la réalité. C'est que oui, on est incarcéré dans un corps, mais la vie peut quand même être pleine de joie, pleine d'amour, pleine de satisfaction. Je le vois pas comme ça du tout. Moi, ça m'empêcherait pas de faire mon travail ici. Au contraire, je le ferais beaucoup mieux. Oui, je comprends. Parce que ça me libérerait moi, je précise juste ça parce que je me dis, s'il y a des personnes qui nous écoutent, par exemple, qui sont mal dans leur peau, par exemple, elles sont mal dans leur peau, la vie après la mort, etc. Elles se disent que c'est peut-être possible, mais elles savent pas trop. Elles voient que leur quotidien, elles vont au lycée, ça se passe pas très bien, elles ont pas vraiment d'amis, ou leur vie professionnelle ou familiale est pas très enthousiasmante. Que ça devienne pas une sorte de fuite de la réalité. Parce que je suis convaincu que nous avons quelque chose à faire ici et maintenant dans ce monde physique. Mais vous avez entièrement raison sur la partie expansion de conscience, découverte, rencontre avec ses guides. Là-dessus, je vous rejoins à 400%. J'ai un appel de ça aussi, d'aller plus loin finalement, d'aller plus loin, de me rendre compte vraiment de comment ça marche. J'ai lu les livres de Daniel Meroy et Anne Gévaudan. Je creuse tout ça. J'ai rencontré des gens, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais rencontré des gens qui avaient fait des expériences de mort imminente. Effectivement. Et tout concorde, tout se rejoint, tout le monde a vécu plus ou moins les mêmes choses. Mon mental, ma partie cartésienne a bloqué pendant un certain temps, quand même. Et puis jusqu'à ce que vraiment ça lâche, et puis que je le permette, que j'accepte. Donc ça m'appelle aussi énormément, l'astral. J'aimerais bien rencontrer mes guides. On travaille au quotidien, j'ai des signes toute la journée en permanence. Ils répondent très très bien à mes demandes. Je sens vraiment que je suis soutenu dans ma mission de vie, parce que j'ai reconnecté à ma mission de vie. Donc je sens vraiment qu'ils sont derrière à m'aider énormément. Ils me font vivre des coïncidences hallucinantes, ce qui me permet moi de les filmer sur les réseaux sociaux, de partager, d'écrire des articles, etc. Donc d'alimenter en disant aujourd'hui, vous croyez peut-être au hasard, mais regardez ce que j'ai vécu, moi, à l'espace d'un quart d'heure. Et les gens me disent, c'est vrai que c'est troublant. Tony, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout.
La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Tony qui nous explique comment rencontrer sa flamme jumelle. Alors, parce qu'on pourrait se poser des questions, pourquoi les gens sont malades, pourquoi les gens sont dépressifs, et c'est parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. C'est ça. Ils ont oublié que Dieu, en fait, c'est eux. Donc, voilà. Ils sont un avec le divin. Donc, s'ils commencent à... On le voit avec les médicaments placebo. On donne à quelqu'un un médicament, il n'y a absolument rien. C'est de l'eau, c'est du sucre éventuellement. Et puis la personne voit que son état s'améliore. On lui dit oui, mais on vous a donné... c'est un faux médicament, il n'y a rien. Le pouvoir de l'esprit est sans limite, incroyable. Donc le nombre... J'avais vu une conférence de Greg Barden dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est incroyable ce que l'esprit est capable de faire. Et quand en plus on est aligné avec cette volonté d'amour, d'unité, d'essayer d'aider, de contribuer, de faire monter, d'améliorer les choses, on peut être extrêmement puissant finalement. C'est incroyable. Et quand même cette situation, c'est quand même propre à l'Occident. On parlait de peuplade, certains d'entre nous parlaient de peuplade. Les peuplades sont quand même beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus civilisées que nous. C'est ça. Ils sortent de leur corps, ils ont le contact, le feeling avec les multidimensions. Les chamans, j'ai fait beaucoup d'émissions sur le chamanisme. Tout ça, c'est naturel. Les animaux vivent toutes ces choses-là sans se poser de questions. Mais nous... C'est naturel, en fait. Voilà, c'est naturel. On s'est coupé de la nature. Et donc, on regarde ces peuplades, on les appelle des primitifs, en plus. Voilà, c'est nous les primitifs. Un peu péjoratif. Alors qu'au final, ils ont un lien avec la nature. Mais bien entendu. Qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus ténu. Et nous, c'est vrai qu'on porte des petits costumes, on a des petites mallettes, on prend le métro, on prend Uber, on vit à 400%, on part en vacances, on est dans un rythme un peu frénétique, on a la télé, on a des chaînes à ne plus savoir quoi faire. Vaut mieux pas parler de la télévision aujourd'hui. Ah non, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai arrêté de la regarder il y a 2 ans. J'ai pas regardé la télé depuis 2 ans. Franchement, c'est ce que Napoléon Hill, dans le développement personnel, appelle le rythme hypnotique. On est hypnotisé par notre réalité, on est hypnotisé par notre personnage, on est hypnotisé par notre quotidien. Et donc, du coup, on est coupé de la nature, d'une part, et de notre véritable nature, d'être avec tout ça. Parce que faire l'expérience, c'est une chose, mais pour autant, on n'a pas besoin d'être déconnecté. Au contraire, pour faire une bonne expérience, il faut rester connecté et conscient de qui on est. C'est ça. Sinon, nous sommes des esclaves ici. Alors oui, on est comme Platon l'explique dans l'allégorie de la caverne, on est cadenassé au fond de la caverne et puis il y a des reflets parce qu'il y a une grande lumière, une grande source lumineuse derrière notre dos et puis nous on est aveuglés, illusionnés par les reflets dans le fond de la caverne. Je me souviens que très jeune cette allégorie m'avait beaucoup touché sans comprendre pourquoi. Jusqu'à ce que je m'éveille. C'est complètement ça. On est attaché. Et je crois que quand on s'éveille, quand même on se rend compte de la beauté de l'expérience, on est en train de faire une expérience qui est prodigieuse quand même. On a la capacité d'apprendre, d'évoluer, on a la capacité d'aimer. Moi, je sais qu'il y a un petit plaisir que je m'accorde qui est très simple. C'est je me rends compte que je suis conscient, que je suis en train de percevoir quelque chose, et ensuite je retourne l'attention sur elle-même et je me dis regarde, tu es conscient d'être conscient. Et là, ça procure une joie énorme, alors qu'il y a pas de raison particulière. On vient pas de me dire que j'avais gagné au loto ou que c'est gratuit, c'est à la disposition de tout le monde. Et c'est incroyable comment ça nourrit, comment ça remplit. Et puis quand vous passez votre journée en plus à voir que vous avez des plumes sur le sol, que vous tombez sur 11h11, 12h12, 13h13, enfin voilà, ces heures jumelles qui accompagnent, qui ponctuent votre quotidien, que vous tombez sur des gens parce que vous venez de penser à elles. La vie, moi c'est le fond de ce que je partage, c'est fait entrer de la magie dans ta vie. Oui, nous sommes esclaves, vous avez entièrement raison. Il y a tout est fait pour qu'on reste endormi finalement. Ça, c'est une évidence. Mais une fois qu'on s'éveille, la réalité prend quand même si on l'embrasse avec il reste des guerres, il reste de l'injustice. Moi, je sais que j'ai un appel très fort à contribuer, à impacter. C'est pour ça que je vous ai contacté pour partager mon histoire dans votre émission. C'est que je suis convaincu que plus on est nombreux à s'éveiller, à se rendre compte de notre véritable nature, plus on se rend compte,
on était dans un jeu, le jeu est très bien fichu, dès qu'on démarre le jeu, on oublie tout, donc les vies antérieures, etc., aucun souvenir, sauf, bon, évidemment, alors, certains qui je connais des racontent. personnes qui connaissent leur vie passée, mais quand je leur pose la question, mais vous vous souvenez comment et ils me disent ce que j'ai vécu hier. Ouais, c'est fou, hein, c'est voilà. fou. Alors que mon disque dur, ils ont bien travaillé. Hein. Mon disque dur a été totalement effacé à 100% pour que justement la claque de l'éveil soit la plus magistrale possible. Je pense qu'on nous efface rien du tout. Je pense que c'est nous qui nous effaçons. C'est la société. C'est quand on arrive ici, vers 3-4 ans, on commence à nous bloquer, on commence à nous formater, puis alors arrivé à 5-6 ans, 7 ans à l'école, et voilà, on nous occupe l'esprit, on nous déconnecte complètement. C'est sûr, mais c'est vrai que petit, alors j'entends beaucoup le fait que les enfants arrivent finalement au monde en étant déjà éveillés, parce qu'ils sont dans l'instant présent. Avant 7 ans, ils n'ont pas vraiment une construction égotique qui est très marquée, donc ils sont en permanence ici et maintenant, ouverts à ce qui se passe, et ils accueillent tout ce qui se produit de manière inconditionnelle. Et moi personnellement, qui ai eu plutôt une bonne mémoire, j'ai essayé de me ramener à mon enfance, à ma petite enfance. Il y avait rien. J'ai jamais vu de défunt, j'ai jamais vu d'âme, j'ai jamais. Et si vous voulez, c'est ça quand je dis le disque dur a été bien effacé, c'est que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pour que ma mission de vie prenne vraiment tout son sens et que je puisse aujourd'hui être amené à éveiller des personnes qui sont athées, etc., pour que je puisse créer un impact, pour que je puisse être utile, pour que je puisse vraiment savoir comment ça se passe, et vraiment, moi, on m'a rien montré du tout. Pas de magie, pas de connexion avec la nature, pas de connexion avec les animaux, pas de connexion avec l'invisible, rien du tout. Jusqu'à ce que je me connecte, et maintenant que je me connecte, je me dis, j'ai quand même l'avantage de savoir comment tourne le système de croyance de quelqu'un qui n'y croit pas et qui n'a rien vu, qui n'a pas de preuve et qui a aucune prise finalement pour commencer à développer la croyance. Donc c'est en ça que je dis que mon disque dur a été effacé, mais tout est là. Tout est là. Parce tout est là, c'est sûr. On n'a pas à nous effacer quoi que ce soit. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres libres, et on décide de notre vie. Qu'on ait des guides spirituels qui nous conseillent. Conseiller, ça veut pas dire fais ci, fais ça, fais là. Complètement, on a le libre arbitre, la possibilité. On a le libre arbitre. Moi, ils m'ont demandé d'aller ils m'ont proposé, ils m'ont soumis l'idée d'aller au Pérou tout seul cette année, de prendre mon sac à dos et de partir au Pérou. Bon, moi, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit partir tout seul 3 semaines sans rien réserver à l'aventure comme ça. Mais je me suis dit mais là c'est tes guides, donc quand c'est les guides, il faut écouter. Je suppose qu'il y a une sagesse, une connaissance que je n'ai pas d'ici là en tant qu'humain, donc j'ai fait confiance. Et puis pas manqué, ça a été incroyable. J'ai pas arrêté de vivre de la magie tout le long de mon séjour, comme si vraiment on m'avait pris la main tout le long. À chaque fois que j'arrivais quelque part, tout était facilité en fait, tout était synchronicité. C'est un bon conseil, c'est quand même agréable, un voyage au Pérou. On a l'impression d'être dans un manège, où on peut tomber, on peut se faire mal. Ça, faut pas non plus croire que l'éveil nous prive de la souffrance quelque part, mais on sent quand même qu'on est vraiment soutenu, encouragé. Qui a cette force là qui est avec nous. Enfin moi je dis souvent, j'ai l'impression que l'univers est avec moi quoi. Voilà, il y a plus de solitude quand je suis tout seul chez moi. Je suis pas tout seul. Je parle à mes guides, je parle aux anges et puis aussitôt, quasiment instantanément dans ma réalité, il se passe une coïncidence. Il y a quelque chose qui se produit en lien avec une petite plume qui se met à voler en face de mon balcon et puis qui atterrit à mes pieds. Enfin vous voyez des choses comme ça qui prise à part me semble complètement dénuée d'intérêt, ou non, on va l'expliquer rationnellement, c'est un oiseau qui a perdu une plume et puis basta. Mais quand on vit en permanence cette magie, on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus en paix, beaucoup plus confiant, et puis son incarnation devient beaucoup plus amusante. En tout cas moi je m'amuse beaucoup plus qu'à l'époque où j'étais un déprimé qui râlait toute la journée. Je pense qu'il ne faut pas confondre souffrance et difficulté. J'ai l'impression qu'ici, on confond les deux. On n'est pas là pour souffrir. Ou alors il y a peut-être des masos, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont masos. Mais le divin n'est pas non, avec le divin n'est au-dessus d'une fourmilière en train d'essayer de nous cramer. Non, ça c'est pas le divin, ça. La souffrance, non, pas du tout. C'est pas divin. La source, moi je la vois comme de l'amour absolu. C'est l'amour absolu, oui.
Il y a de l'ombre, il y a de la lumière, mais il y a une notion d'apprentissage et d'évolution. Et puis toutes les possibilités qui sont à notre disposition, ne serait-ce que sur ce plan. Tout ce qu'on peut déjà faire, le goût des fruits, le fait. Enfin, bon, moi je suis revenu à ces choses essentielles, ce qui fait que mon bonheur aujourd'hui est constitué de choses ultra basiques. Boire un verre d'eau peut devenir une expérience très forte quand on est vraiment connecté à l'instant présent et se rendre compte que là, je suis en train, il y a ce liquide dans ce contenant qui apparaît là au milieu du champ de ma conscience. Et je suis en train de boire et ça produit une sensation. Enfin, quand on commence vraiment à s'émerveiller des petites choses, c'est que le bonheur est là. Le bonheur n'est pas loin. Alors, vous donnez des conférences sur quel thème ? Voilà, je sens que ma mission est d'éveiller. Je fais des conférences sur l'éveil spirituel. Je fais des conférences sur les systèmes de croyance, sur le développement personnel, comment s'améliorer, comment faire entrer de la magie dans sa vie. Également sur la thématique des flammes jumelles, parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de couples qui se reconnectent, de couples divins qui font la même expérience que moi, et c'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup, et qui souffrent, qui comprennent pas ce qu'elles vivent, elles savent pas pourquoi cette personne reste dans leur tête et dans leur cœur, pourquoi elles sont harcelées de signes à longueur de journée en pensant que c'est juste parce qu'elles sont obsédées finalement. Bien sûr. Moi, vous voyez, je me suis battu contre moi-même pour l'oublier. Je me battais de toutes mes forces. Je l'ai bloqué de partout. J'ai supprimé la majorité des photos. Je ne voulais plus entendre parler de cette fille. Et mon cœur hurlait son amour. Et moi, je disais, mais stop, je ne veux plus. Ça suffit. Ça suffit. Et quand vous avez en plus l'univers qui est derrière complice et qui vous matraque le visage avec des coïncidences hallucinantes, c'était vraiment hallucinant. Ils ont vraiment voulu que je me réveille très vite, je crois. Je vois ça. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un site qui s'appelle tonyservera.fr. C'est mon site internet. On peut retrouver de nombreux articles. Et puis, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle également Tony Servera. Où je fais des vidéos de motivation, d'inspiration, pour apprendre des clés au quotidien pour être mieux dans sa peau, etc. Sur le phénomène des heures jumelles également, j'explique un petit peu pourquoi un athée va faire ses expériences même s'il y croit pas, de tomber sur 11h11, 12h12, etc. Et j'ai également une page Facebook qui s'appelle Tony Servera, éveil, motivation et développement personnel. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Eh bien, écoutez, oui, avec grand plaisir. Je souhaite à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent d'être heureux pendant ce temps ici. On est vraiment là pour s'amuser, on est vraiment là pour jouer. Il y a des moments difficiles, on parlait tout à l'heure d'obstacles, c'est vrai. Mais je pense que quand on développe l'état d'esprit d'essayer de chercher ce qu'on peut en tirer finalement de positif, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, les choses deviennent plus évidentes, et d'essayer aussi, si jamais ça peut inspirer certains de vos auditeurs, quand on essaye d'apporter quelque chose, de contribuer, d'aider, de devenir un être humain qui contribue, qui essaye de plus penser qu'à soi. Moi, j'étais très très égoïste. Quand on essaye à un moment de faire quelque chose pour que ça fasse du bien aux autres, et ben là la vie prend un tournant incroyable, c'est que nous sommes très très aidés et très encouragés dans ce sens. Ce qui fait que moi j'ai l'impression qu'il y a un tapis rouge qui se déploie sous mes pieds depuis de nombreux mois pour m'aider justement à diffuser mon message, pour m'ouvrir des portes, etc. Donc à titre personnel, ma réalité est devenue beaucoup plus agréable, donc c'est génial, et en même temps je vois l'impact que ça génère autour de moi, de gens qui me disent je me suis rendu compte, je me suis éveillé, et c'est super. Donc, j'invite vos auditeurs, vos auditrices, mais bon, je suis convaincu que s'ils écoutent votre chaîne, ils sont déjà dans cet état d'esprit, de continuer à essayer d'œuvrer pour la lumière, qu'on essaie de rendre ce monde meilleur, qu'on essaye de mettre en place des petites actions au quotidien pour redonner de l'espoir aux âmes un peu perdues, un peu errantes, qu'on tende la main, qu'on se soutienne, et puis voilà. Voilà ce que j'aurais à dire. Merci Tony d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Grand plaisir Alain. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.